Voici une lecture par Astrid Dupont-Fauville des 30 premières pages du roman Les jours d'avant, aux éditions Michel Lafon, avec des musiques de Bach, Beethoven, Chopin, Schubert, John Wallis, Kuzo, Valtteri Kujala et Ona. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique. Les jours d'avant, 14 juin, 18 juin 1940. 96 heures pour sauver la France. Un roman de Bertil Scali aux éditions Michel Lafon. Bordeaux, vendredi 14 juin 1940. Cela fait 2 ou 3 heures déjà que De Gaulle roule parmi le flot des pauvres gens, lorsqu'enfin, par-dessus l'épaule du chauffeur, il aperçoit la ville de Bordeaux. La foule, fourmilière bariolée et grouillante, se presse à l'entrée du célèbre pont de pierre, orgueil de la ville, souvenir de la gloire napoléonienne qui enjambe la Garonne. Silhouette longiligne, étroite et droite, épaules tombantes, long cou et cheveux coupés courts, képi, gants blancs et serviettes de cuir usées, posées sur le siège de velours. Charles de Gaulle est à l'arrière d'une voiture officielle, ballotté parmi la procession gouvernementale qui a quitté Tours ce matin du 14 juin 1940. Les Allemands sont entrés dans Paris, dans la nuit, et ils continuent d'avancer. Où et quand s'arrêteront-ils ? Se demande-t-il en s'épongeant le front. Une question que chaque Français se pose, sans cesse, à chaque heure du jour ou de la nuit, depuis 4 semaines déjà. Depuis 1 mois, les Allemands avancent. Un policier aux airs de vieillard, transpirant et mal rasé, souffle dans son sifflet et laisse se faufiler la voiture, malgré le brouhaha de contestation. On maudit les Allemands, les Anglais, les chefs militaires, les patrons, les pacifistes, l'armée ou les juifs, c'est selon. Enfin, de l'autre côté du fleuve, la rive gauche apparaît. Des destroyers, mais aussi des briques, des goélettes et des ketchs, semblent prêtes à prendre le large. Les gens qui ont pu accéder au quai, protégés tout du long par de hautes palissades, font la queue devant les passerelles. Ils espèrent pouvoir fuir avant l'arrivée des Allemands. Dans un mouvement inverse,
les navires, que peut-être les fuyards emprunteront tout à l'heure, déversent des soldats par centaines. Ces hommes arrivent en renfort, exténués par d'autres combats, accablés par la défaite, le dos courbé, le regard morne. Quelques cargos prennent le large. La Renault Vivastella de De Gaulle, noire comme toutes les voitures officielles, rutilante sous le soleil de juin, s'avance maintenant sur le vieux pont de pierre. Le bel édifice, sorte de voie romaine, jetée entre deux rives, est le seul moyen d'atteindre Bordeaux. Comme le diaphragme d'un sablier laisse couler les grains de sable un à un, il ralentit le flot des piétons et des voitures qui souhaitent traverser. Les gens sont prêts à se battre pour passer avant les autres, craignant que le pont ne se referme ou qu'un bombardier allemand ne le détruise, comme tant d'autres sur cette route vers le sud. Ils ont peur, soif et faim. Mais lui, dans sa belle voiture, alors que les gens s'emportent et s'agacent, crient et s'empoignent, pestent et s'insultent, ou au contraire, sombre interdit dans la mélancolie et cesse subitement de marcher, lui voit ses pensées s'échapper et s'envoler vers d'autres cieux. Au moment où son véhicule enfin s'élance sur le pont, au-dessus des eaux tourbillonnantes de la Garonne, il songe à l'empereur Napoléon, qui, 132 ans plus tôt, au mois d'avril 1808, avait franchi ces mêmes flots houleux sur des bagues de bois, mais à la tête de 100 000 hommes, pour aller conquérir le royaume d'Espagne. Charles de Gaulle, 49 ans. Aucune véritable victoire à son pédigré. Se remémore alors la grandeur du dieu de tous les militaires, le bâtisseur justement, du glorieux ouvrage qui aujourd'hui encore mène toujours à Bordeaux. Ce pont magnifique, autrefois appelé Pont Napoléon. Quelle belle traversée que celle de cet empereur de 38 ans, en grande tenue, pantalon blanc, redingote verte, bottes noires, épée dans son fourreau d'argent, et son fameux bicorne sur la tête, bravant les dangereux courants du fleuve Girondin. Arrivé de l'autre côté, Napoléon avait filé comme à son habitude, au grand galop. Après avoir conquis l'Italie, le Portugal, la Hollande, la Suisse, la Rhénanie, les Pays-Bas espagnols, l'Autriche, la Bavière, la Saxe, la Pologne et la Prusse, il s'en allait annexer l'Espagne, le cœur léger, bouillonnant d'idées, des plus saugrenues aux plus grandioses, numéroter les habitations dans les rues, créer le Sénat, le baccalauréat, la Cour des comptes, le Code civil, les prud'hommes, vendre la Louisiane. Parcourant la ville de Bordeaux, Napoléon avait eu l'une de ces pulsions magnifiques dont il était coutumier,
bâtir ici un pont de pierre. Il n'avait eu qu'à dicter une phrase à la volée. Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin, voulant donner à notre ville de Bordeaux une preuve particulière de l'intérêt que nous lui portons et de notre satisfaction pour les sentiments patriotiques qui l'animent et pour le courage et la dignité avec lesquelles elle supporte les privations que les circonstances imposent plus spécialement à ses habitants et à son commerce qu'à toute autre partie de notre empire, etc. « 24 ans plus tard, en 1822, le pont avait été achevé. 487 mètres, 17 piles et 16 arches, que la voiture noire de notre héros dépité et près d'1 million de réfugiés sont en train de traverser dans ce récit de l'hécatombe de juin 1940. Les rumeurs parcourent la foule en marche. À travers la vitre semi-ouverte, De Gaulle, en nage dans son costume à la toile trop épaisse, encore un détail mal pensé par l'armée, perçoit une conversation. Le corps d'un enfant, le petit André Asquin, âgé de 12 ans à peine, aurait été retrouvé hier, quai de Paludate. « Quelle misère !» dit un flic à son collègue. « C'était le fils de mes voisins, les Asquin de Gradignan. Il est tombé à l'eau il y a 5 jours, le 9, près des Bains Girondins. C'est moi qui ai accueilli ses parents à l'Institut médico-légal. C'était horrible. J'ai dû soulever le drap, accompagner le papa devant le corps de l'enfant. Elle n'a pas pu y aller. Mon petit, elle criait si fort. C'était déchirant. Alors, pour ne plus entendre ses complaintes au sujet de cet enfant disparu, ce petit garçon dont j'ai retrouvé le nom et le détail de la triste fin dans de vieux papiers aux archives municipales de la ville de Bordeaux, cet enfant qui aurait pu être un grand-père de 91 ans aujourd'hui et que peut-être j'aurais pu rencontrer pour qu'il me raconte cette journée. De Gaulle remonte la vitre malgré la chaleur et s'isole dans la voiture au coussin de velours gris. Pour mieux réfléchir à la débâcle française et peut-être aussi à celle de sa vie, d'un geste vif comme celui d'un chat, il ferme aussi la vitre qui sépare les sièges arrière du chauffeur, cet inconnu dont je n'ai pu retrouver la trace dans les ouvrages que j'ai parcourus. En cette journée caniculaire du 14 juin 1940, aux alentours de 14h30 à présent, il a donc déjà 49 ans. C'est plus jeune que la plupart de ses autres généraux, presque tous Kagoshim. Mais à côté de Napoléon, seule référence militaire française qui vaille, aux yeux des soldats ou des amateurs d'histoire, on frise le ridicule, puisque l'empereur est mort, destin accompli, à 51 ans seulement. Ainsi par ce triste après-midi de défaite, alors qu'il franchit les eaux saumâtres de la Garonne, De Gaulle,
ne peut-il que constater, une fois de plus, l'échec de sa propre carrière. Il était bien parti pourtant. Instruit chez les jésuites, expression laissant entendre qu'il aurait reçu une formation extraordinaire, alors qu'elle fut certes stricte et relativement riche d'une certaine morale chrétienne, mais finalement assez banale pour l'époque. Passionné par l'histoire militaire et la littérature classique française du XIXe siècle, acquise à la gloire napoléonienne, il était sorti 13e de l'école militaire de Saint-Cyr et avait connu son baptême du feu à l'âge de 24 ans, comme Napoléon au siège de Toulon. Il avait alors été touché dans sa chair, blessé au combat. Un bon point pour gravir les échelons militaires jusqu'au panthéon des héros de la nation. De Gaulle était l'un de ces hommes que la France avait élevé pour combattre, puis vaincre ou mourir. Un enfant destiné à la guerre, né dans une maison où dormaient encore des uniformes mités et des armes rouillées de quelques bisaïeuls éternellement remémorés. Antoine Dupont-Fauville, qui l'a bien connu après la guerre, m'a reçu un après-midi de pluie dans son grand et austère appartement de l'ouest parisien, afin de m'aider à reconstituer la personnalité du général. Loin de ces funestes journées de juin 1940, dans la pénombre de son salon où la vie semble avoir été figée 20 ans plus tôt, au milieu de bibelots et de joyeuses photos de famille, il m'a décrit l'ambiance du Nord, dans laquelle De Gaulle était né avant de s'en aller grandir à Paris, un univers où l'on rêvait beaucoup d'héroïsme. Grand et ample, comme le général, il était vêtu d'un complet avec cravate, malgré la retraite et son grand âge, plus de 90 ans. Son regard s'est animé à l'évocation des familles du Nord, dont il était lui aussi un rejeton, avant de me rappeler l'épopée du soldat De Gaulle, à l'origine certainement de son patriotisme romantique. Lors de son premier combat à Dinant, le 15 août 1914, le lieutenant, plein d'ambition, mais un peu fat que De Gaulle était peut-être encore, avait eu le péroné fracturé par les balles de l'ennemi. Le 18 janvier 1915, il avait reçu la croix de guerre pour avoir exécuté une série de reconnaissances des positions dans des conditions périlleuses et rapporté des renseignements précieux. Des conditions périlleuses, des renseignements précieux, désuétude et magnificence du langage militaire français.
Le 10 mars 1915, au Ménil-les-Hurlus, en Champagne, tout juste promu capitaine. Il avait été blessé à la main gauche. À 25 ans, alors que le commandant du 3e régiment d'infanterie lui proposait de devenir son adjoint, il avait refusé, préférant commander lui-même ses propres hommes et participer au combat en personne. Au corps à corps, s'il le fallait. Il voulait gagner ses galons au feu. Jusque-là, c'était un sans faute. Il n'avait pas fait moins bien que Napoléon. Au même âge, le capitaine d'artillerie Bonaparte était lui aussi un inconnu. Pour sortir du rang, à la façon du Corse héroïque, il lui aurait fallu un coup d'éclat. Dans les tranchées, De Gaulle avait harcelé ses supérieurs d'analyse stratégique, de rapports, de remarques et de propositions. Mais hélas, comme pour tant d'autres aspirants à la gloire immémoriale, le parallèle s'était brusquement arrêté. Alors qu'à partir de cet âge-là, 25 ans, la vie de Bonaparte n'avait été qu'une accélération vers le sommet, celle de De Gaulle s'était tout à coup grippée. Le 2 mars 1916, à Douaumont, près de Verdun, après avoir reçu un coup de baïonnette à la cuisse gauche, il avait été laissé pour mort et finalement capturé par les troupes allemandes. Fin de l'épopée. Il avait bien tenté de s'évader, à 5 reprises, à la façon d'un Fabrice del Dongo, héros bonapartiste de Stendhal, dans l'un de ses romans favoris, La Chartreuse de Parme. Mais à chaque fois, il avait été repris. Tenu à l'écart du champ de bataille, jusqu'à la fin de la guerre, il n'avait pas eu droit au poste de prestige qui avait été octroyé à ceux qui avaient pu se battre jusqu'au bout, dans les tranchées ou au sein de l'état-major, les Philippe Pétain, les Maurice Gamelin, ceux que l'on appellerait les vainqueurs de Verdun. Son récit terminé, Antoine du Ponfoville, qui se souvenait aussi d'un De Gaulle chaleureux et rieur, bienveillant pour ses collaborateurs, s'est levé de son fauteuil comme un jeune homme et m'a raccompagné à la porte en m'écrasant la main pour me dire au revoir. À Bordeaux, où le De Gaulle que nous racontons se retrouve aujourd'hui, la caravane des malheureux ralentit, s'arrête, redémarre, comme si elle suivait le rythme de ses pensées. Le 15 mai dernier, cela fera 1 mois demain, son neveu chéri, que sa sœur aimée Marie-Agnès avait appelé Charles, comme lui, a été tué parmi le 5e bataillon de chasseurs, engagé vers Antey puis vers Charleroi. Ses 4 frères et lui-même étaient pourtant revenus sains et saufs de la Grande Guerre. Alors, les De Gaulle ne seraient plus immortels ? Il est amer, ce géant presque âgé, secoué par les soubresauts, des roues sur la chaussée usée, alors que la ville de Bordeaux approche, au bout de ce pont dont nous avons parlé. Il rumine sur son sort et sur celui de la France. Françoise Clémenceau, née Giroux, 90 ans et des poussières aujourd'hui. Figure de la résistance à l'âge étonnant de 12 ans, me racontera des années plus tard ces mornes jours qui allaient lui arracher André, son père bien-aimé.
Tout le monde voulait alors que les combats cessent. Les familles attendaient des nouvelles du père ou du frère envoyé au combat. Parfois un avis de décès arrivait. Ou bien l'on apprenait par la poste que le tendre époux, le père chéri, le frère adoré avait été blessé, amputé, fracturé ou aveuglé, et toutes ces blessures n'étaient pas grand-chose à côté de la mort que l'on redoutait. Mais en ce 14 juin 1940, alors que tous craignent pour leur vie ou celle de leurs proches, De Gaulle se demande si cette nouvelle guerre ne pourrait pas être, pour sa personne en tout cas, une seconde chance. Idée égoïste, et pourtant, ce ne serait que justice. Après la guerre de 14-18, on l'avait envoyé en Pologne, au Levant, à Beyrouth, Alep, Homs ou Palmyre, au combat sur le champ de bataille, mais loin de Paris et du pouvoir, loin de son destin. Une vingtaine d'années plus tard, le 21 janvier 1940, il n'y avait pas 5 mois, il était encore tenu à l'écart du haut commandement, dans une garnison postée derrière la ligne Maginot, fortification de 500 km, qui, il en était persuadé, serait contournée par les Allemands. Dans cette ville oubliée, déprimé de ne toujours pas compter, il avait écrit une note grandiloquente, et donc, en un sens, désespérée, dans laquelle il expliquait, en toute modestie, comment gagner la guerre. Le lyrisme a toujours été sa faiblesse. Le lyrisme et la précision. Et cette note qu'il avait osé envoyer à 80 personnalités n'avait-elle pas, une fois de plus, provoqué que le ricanement de ses pairs? Sot en hauteur, d'autres idiots, il le sait, le désignaient ainsi dans son dos, avait pourtant annoncé la guerre éclair, avant tout le monde. Blitzkrieg en allemand. Activité, activité, vitesse, je me recommande à vous, aimait à dire l'empereur. Le chauffeur n'en peut plus d'actionner l'embrayage au ressort trop tendu. Sa jambe droite en est tout endolorie. Fatigué, il lâche la pédale d'un coup. La voiture tout saute et cale, ralentissant l'embouteillage continu depuis Paris, à 600 km de là. Puis elle repart, toujours à la même vitesse, 5 km par heure, la même que celle des piétons. De Gaulle, tout plein d'idées et d'énergie, ne peut rien faire d'autre que patienter et revoir, encore et encore, le fil de sa vie. Tous ces obstacles qui l'ont toujours empêché. À bord de la confortable Vivastella, les jambes allongées sous le strapontin qui lui fait face, il tapote son briquet, allume une cigarette et sifflote un air populaire. Dès que la pression monte, il ne peut s'en empêcher. Il siffle des refrains à la mode ou fredonne de vieilles chansons de poilus. C'est un tic, habitude typique d'une époque où l'on chantonne encore dans la rue, à l'usine, au champ, au sein des régiments. Aujourd'hui, c'est au cœur de la débâcle que De Gaulle entonne ce refrain de soldat que même les enfants connaissent. Ils ne passeront pas, on les aura, ils ne passeront pas, nos poilus, résolus, sont trop braves, les Français, ne seront jamais esclaves.
À l'extérieur, hors de l'habitacle ouaté, un mouvement de foule se propage comme une onde et disparaît. Il entend vaguement les lamentations d'une jeune et forte femme, au visage défiguré par la détresse. « Ma valise !» Elle crie parmi la foule qui passe devant elle, sans un regard, de crainte de croiser ses yeux affolés. Chacun sait qu'il est trop tard, que le voleur a déjà disparu, forcément. Dans la voiture qui avance si lentement, De Gaulle se redresse, sourcils froncés. Comme il l'avait prévu, les Allemands ont fait le tour par la Belgique et ils ont foncé vers Paris. Les 500 km de tunnels et fortifications de la ligne Maginot sont restés flambant neufs, avec leurs millions d'hommes inutiles. Il avait prévu tout cela, et pourtant il n'en revient toujours pas de se retrouver là, en pleine débâcle, plus proche du pouvoir que jamais, mais au milieu d'un bordel inouï. Il y a à peine plus d'un mois, le 9 mai dernier, alors que lui, petit colonel de rien du tout, pestait tout seul derrière la forteresse de la ligne Maginot, le train spécial d'Adolf Hitler, Amerika, quittait Berlin pour une destination inconnue de tous, Felsennest, nom de code du bunker qui allait servir au Führer de QG près de Münster-Rheinfeld. Et là-bas, le chancelier tendait le bras vers l'ouest, d'où tonnait déjà le canon et s'exclamait « Messieurs, l'offensive contre les puissances occidentales vient de commencer. » Le lendemain, 10 mai, les tanks allemands déferlaient sur la Belgique. La fureur de l'orage lentement accumulé et longtemps contenu se déchaîna enfin sur nous. 4 ou 5 millions d'hommes se heurtèrent dans le premier choc de la plus impitoyable de toutes les guerres connues dans l'histoire. Noté le même jour, un certain Winston Churchill, pour ses futures mémoires. Le soir même, il prenait la place de Neuville-Chamberlain, au poste de Premier ministre. Enfin, le surlendemain, le 11 mai 1940, on s'était souvenu qu'un militaire de valeur végétait quelque part. Quelqu'un dans un bureau à Paris, dans les couloirs d'un ministère, avait pensé à lui, ce drôle de Charles de Gaulle, qui dépérissait depuis tant d'années dans les arcanes de l'appareil militaire français. On avait décidé de le sortir de son placard, et pas pour rien, puisqu'il s'agissait de lui offrir le poste de ses rêves. La direction de la première division blindée française, l'arme de ses ambitions, les chars de l'armée française, réunis sous le nom de 4e division cuirassée. Ainsi, sans qu'il ne sache exactement comment ni pourquoi, ses prières secrètes, ses lettres obséquieuses et ses missives furibardes avaient-elles soudain eu raison de la mise à l'écart dont il avait été, tout au long de sa carrière, l'objet. On lui confiait la première division blindée française. Certes, les 3000 chars français étaient éparpillés sur le front au lieu d'être réunis en quelques brigades, prêtes à percer les lignes ennemies. Mais tout était encore possible. L'Allemagne ne possédait que 2439 chars, contre 4421 pour les forces alliées, sans compter les blindés belges et néerlandais. Sauf qu'il n'aurait presque rien pu faire, finalement, de tous ces chars. Comment aurait-il pu rassembler les 3000 chars français en pleine attaque allemande ?
Au même moment, appuyé par l'aviation, Erwin Rommel fonçait au centre, à la tête de 218 chars seulement, et atteignait Dinant, en Belgique, à quelques kilomètres de la frontière française. Dinant, là où De Gaulle avait été blessé pour la première fois en 1914. Et 4 jours plus tard, le 15 mai, Rommel écrivait dans son carnet « Notre vitesse soulevait derrière nous un immense nuage de poussière. » C'était déjà foutu. Les petits immeubles aux tuiles rouges et aux ardoises grises de la ville de Michel de Montaigne apparaissent à présent au bout du pont. Ils bordent le fleuve, gorgés de la lumière du soleil, comme sur cette photo prise quelques mois plus tard par un soldat allemand en pleine occupation et que j'ai pu racheter sur eBay. À côté de la voiture du général, civils et militaires le supplient du regard. Il voudrait tant que cesse le combat. Personne ne veut mourir, ni voir mourir ses enfants ou ses parents. D'autres, ivres, chancelants, crient « Vive la France !» et profèrent des insultes contre les Allemands. La Garonne charrie des troncs d'arbres, des branchages, des détritus, qui viennent cogner la proue des navires rassemblés en une nuée misérable auprès du pont de pierre. Avant de quitter le continent, les embarcations longent les rives dorées de Vignes, Côte de Bourg, Côte de Blaye, Margaux, Saint-Estèphe. Et lui, De Gaulle, continue de passer d'une humeur à une autre, claquemuré dans l'habitacle de sa voiture. Il a par exemple pris plaisir à combattre et à vaincre. À Montcornet, Crécy-sur-Serre, Élan, il a fait reculer l'ennemi. En 5 jours, il a parcouru 180 kilomètres. Le 24 mai, malgré la perte d'une quarantaine de chars sur les 140 qu'il dirigeait, il a même triomphé auprès d'Yvonne. Ma chère petite femme chérie, toujours la bagarre. Mais les choses de mon côté ne vont pas mal. J'ai comme l'impression que la surprise est surmontée et que nous allons vers le rétablissement. Mais que de plumes nous aurons laissé et laisserons encore. Je suis général depuis hier. Je l'ai appris par une lettre que Paul Reynaud, ministre de la guerre, m'a fait porter en ligne et par laquelle il m'annonçait qu'il avait signé ma promotion sur proposition du général Weygand. Le 2 juin, toujours à son épouse, il a ajouté « La deuxième grande bagarre que j'ai menée avec ma division s'est terminée par un grand succès vers Abbeville. » Yvonne, l'amour d'une vie, femme exemplaire, au visage régulier et au sourire mélancolique. Il sait qu'elle s'inquiète, s'interroge, se demande. Transformer ces quelques succès en annonces de victoire lui remontera le moral. Mais est-ce mentir? Est-il fou d'imaginer qu'il aurait pu continuer longtemps à faire ainsi reculer l'ennemi? Jusqu'à Berlin peut-être. Mais comment avancer 1 kilomètre de plus, sans munitions, ni vivres, ni carburant? La voiture poursuit son chemin au pas. Dans la chaleur, il tripole le capharnaüm de petits objets qui remplissent les larges poches de sa veste militaire. Un stylo-plume, un carnet de notes, des cigarettes, des allumettes, des papiers froissés couverts d'une écriture dont l'encre a bavé. Non, l'histoire ne rendra jamais compte de cette réalité cachée, celle du monde intérieur des poches et du corps, sous les vêtements, la vieille blessure qui lance à la cuisse, le lumbago qui menace de se réveiller, le pollen qui irrite, le ceinturon de cuir qui scie le ventre, mais qu'il serait inadmissible de détacher à la vue de tous, là au cœur de la retraite, car oui, il s'agit bien d'une retraite.
Les pensées se bousculent. Image de la France et de ses grands hommes. Napoléon Ier, qui réalisa ce prodige d'être à lui seul tout le gouvernement et tout le commandement, union parfaite de la stratégie et de la politique, issue d'un même cerveau. Si seulement lui, De Gaulle, avait pu prendre les décisions suprêmes. Mais qui est-il? Personne. Les chiffres aussi tournent dans la tête. À Bordeaux, l'afflux de réfugiés belges, luxembourgeois et hollandais s'est accéléré depuis ce matin. Ils sont près de 2 millions à s'être lancés sur les routes de France, entraînant avec eux les habitants du nord du pays. L'île ne compte plus que 20 000 habitants sur 200 000, Tourcoing 7 000 sur 82 000. 500 000 Parisiens ont quitté la capitale. 6 millions de civils sont sur les routes. On compte déjà 100 000 victimes françaises, 12 000 Belges, 6 000 Polonaises et 3 500 Britanniques, pour à peine 60 000 Allemandes. Mais 338 000 hommes, dont 125 000 Français, ont pu gagner l'Angleterre. Dans quelques jours, ils seront de retour pour poursuivre les combats. Et à nouveau le voici, lui, l'éternel espoir sans cesse avorté, au mauvais endroit, au mauvais moment, seul à l'arrière d'une voiture coincée, dans un immense embouteillage, au milieu d'un peuple en déroute. Le bel habitacle de son véhicule est un monde à part, protégé du bruit extérieur, de la tristesse des gens, à l'écart du temps qui passe, isolé du fracas. De Gaulle feuillette le numéro de la petite Gironde qu'un soldat lui a glissé par la fenêtre. Le quotidien du matin a reproduit le texte de l'affiche placardée la veille, le 13 juin, sur les murs de Paris. À la population parisienne, le général Héring, appelé au commandement d'une armée, remet le gouvernement militaire entre les mains du général Dens. Paris est déclarée ville ouverte et toutes les mesures ont été prises pour assurer en toutes circonstances la sécurité et le ravitaillement des habitants. Signé le général Héring. Sur la photo, le noble militaire porte un képi identique au sien, tout comme la vareuse ou la moustache. Au centre de la page, le quotidien titre « Plus de 100 divisions dans la bataille » et précise « Malgré les masses allemandes, nos soldats ont, comme les jours précédents, combattu en se repliant avec un héroïque courage. En se repliant avec un héroïque courage. Ils ont osé. » Alors il est là, sur sa banquette de velours, avec sa petite serviette et ses bottes de cuir, tous ces artifices supposés incarner l'autorité, sa moustache, son képi et son titre de général, acquis in extremis, à peine quelques jours plus tôt, le 23 mai dernier, en pleine défaite militaire. Et encore, il n'est que général de brigade, et à titre temporaire seulement. Les civils ne font pas la différence. Les militaires, eux, ne s'y trompent pas. Ce titre, ce n'est pas grand-chose. Et puis son regard tombe sur une publicité du quotidien. Impuissance. Impuissance chez l'homme, frigidité chez la femme. Traitement rationnel en pilules basées sur les plus récentes acquisitions scientifiques, efficaces, discrets, rapides. Expédition discrète. La boîte, 60 francs. Laboratoire du docteur Gibert, 10 rue d'Aubagne, Marseille, qui envoie gratuitement l'intéressante brochure Force Jeunesse Santé. Virilor. Voilà ce qu'il faudrait à la France. De la puissance. Mais à son sujet, pas un mot dans le journal. Il est le général fantôme, le sous-secrétaire d'État invisible. Avant-hier, il était encore à Paris,
et la veille, à Londres, il est le seul à baragouiner un peu l'anglais. Alors c'est lui que l'on a envoyé pour représenter le gouvernement, auprès du célèbre Winston. Il l'a vu, le gros homme au cigare et au verre de whisky, et il a apprécié son éloquence pleine d'humour et d'esprit. La rencontre a été furtive pourtant. Il en a eu l'impression, le courant est passé. Tous deux l'ont compris. Jamais on ne pourra traiter avec Hitler. Il faudra l'anéantir, coûte que coûte. Mais parmi tant de diplomates, face à l'avancée si violente des blindés allemands, rien n'a pu être décidé. Et hier, il était encore à Poitiers, avec le gouvernement. Mais pas une ligne sur lui, dans la petite Gironde. Il n'y en a que pour Paul Reynaud, qui a envoyé un message à Roosevelt, le suppliant d'intervenir. Le journal bordelais s'est même fendu d'un « Nous dicterons la paix » et carrément d'un paragraphe sur la ligne Maginot que le Reich n'a pas osé attaquer. Autant lire la publicité. Voici les beaux jours, adoptez-les, sandales flottantes, liège souple, la plus agréable, la plus souple, la plus légère, Régum, 40 rue Richelieu. Ses yeux lisent encore, mais son esprit ne comprend pas ce qu'il voit. Il s'en est allé dans le passé. Et puis la réalité surgit à nouveau. Le monde semble s'être donné rendez-vous là, sur les quais de Bordeaux, pour le grand départ. Encore faut-il l'atteindre, cette rive gauche. Banquiers, ouvriers, fonctionnaires, grand-mère, contremaître, boulanger de Paris, Reims ou Amsterdam, grands, gros, petits, jeunes et vieux, se pressent en silence, fantômes hagards, marchant au pas sur le pont de pierre qui se dresse entre ces deux continents, le nord-est en guerre et le sud-ouest encore en paix, comme si ces flots sombres du fleuve, venus de Toulouse et des Pyrénées, pouvaient arrêter la Wehrmacht et la Luftwaffe. Le regard sombre, hommes, femmes et enfants, traîne les pieds aux côtés de voitures aux roues terreuses, de camions poussiéreux et pétaradants, et d'antiques carrioles tirées par de lents chevaux. Des agents de police au visage fatigué, des soldats sales et parasés depuis des jours, laissent passer les véhicules du gouvernement français. Ils avancent comme des ombres. La République française est sur la route de l'exil. Elle s'écoule ou s'écroule, comme dans l'Exode de la Bible. Sur les routes de France, l'histoire s'écrit à toute vitesse. La triste caravane avance vers le sud, ralentie par les bombardements, les pannes, les accidents, les morts et les naissances au bord de la route. On contourne les épaves de voitures abandonnées. Des chevaux charrient des berlines en panne, Bugatti, Panhard, Rolls-Royce. L'air est trop chaud, la marche trop lente, les moteurs cassent. Un conducteur fatigué, lui aussi d'accélérer, freiner, embrayer, débrayer, caler, redémarrer, se gare sur le côté, regarde sa femme s'allonger dans l'herbe et la voit se faire abattre d'une balle surgie de nulle part. Il ne peut y croire d'abord. Il s'approche, n'ose la toucher, et pleure doucement à son côté dans l'indifférence générale. Le carnage reprend. Les matelas sur les toits des véhicules ne parviennent pas à protéger les passagers des mitrailleuses allemandes. Des corps inertes gisent à l'intérieur de voitures accidentées. Une femme hurle en maudissant le ciel et les Allemands qui ont tué sa famille. Des parents désespérés se suicident d'un coup de fusil de chasse après avoir abattu leurs enfants. La débandade est européenne. À Londres, l'écrivain Stefan Zweig, le plus européen des Allemands, apatride désormais, élégant dans son costume apprêté, parfumé, le regard dans les nuages, note dans son journal. Je sais que cette existence,
ne se remettra pas en place. Une vie avec une France détruite, dans une Angleterre hostile à l'Allemand ou au Juif que je suis, n'a plus de sens. Le seul réconfort est de penser qu'on peut en finir à tout moment. Écrivait-il déjà 2 jours plus tôt, le 12 juin. En France, plus au sud, un autre écrivain, Marcel Aimé, réfugié sur le bassin d'Arcachon, écrit à sa sœur Camille. Il est arrivé tout à l'heure, au Ferret, un pauvre homme qui avait fui Paris ou la région et auquel un restaurateur de Bordeaux a fait payer une canette de bière 22 francs. Quelle honte! Ici, une bicoque en bois de 2 pièces, avec l'eau à la pompe, se loue 6 000 francs pour 3 mois. Une maison confortable, 25 000 francs. Sans doute n'est-ce pas une catastrophe pour les riches Belges qui sont arrivés ici dans de luxueuses voitures. Mais il commence à débarquer des gens de peu de moyens et qui, là de voyager dans des wagons à bestiaux, mettent une grosse partie de leurs économies dans ces loyers. Ces scandales ne sont nullement ignorés des autorités. Mais les profiteurs sont électeurs et les féodaux politiciens les protègent, disposant d'une partie de la justice, tout comme en temps de paix. Marcel Aimé sera plus tard, à tort, accusé d'antisémitisme et de collaborationnisme pour avoir défendu ses amis Robert Brasillach, Maurice Bardèche et Louis-Ferdinand Céline. Aujourd'hui, il observe le triste comportement de certains Français, pas encore vichistes, mais déjà profiteurs. La panique s'étend. Depuis que le gouvernement se déplace de ville en ville, fuyant vers le sud avec les milliers de malles des ministères et des administrations, les valises des fonctionnaires, des secrétaires, des parlementaires, les nouvelles arrivent par bribes, appels téléphoniques, télégrammes, courriers, bouche à oreille, rumeurs. On a appris qu'Hitler venait de déplacer son QG à Brûlis-de-Pêche, non loin de Bruxelles, et qu'à chaque victoire de son armée, on le voit se frapper la cuisse et rire de joie, comme lorsqu'il a appris que ses troupes avaient atteint la capitale française, hier, dans la soirée du 13 juin 1940. Un mois tout rond, pour arriver jusqu'à Paris. Ainsi l'attaque éclair a réussi, à l'aide des chars et de l'aviation, comme lui, De Gaulle l'avait prédit. Et maintenant, c'est le désastre. Les dés sont jetés pour Paris, écrit dans son petit carnet noir Stefan Zweig, ajoutant « Alors à quoi bon vivre et où vivre ?» Car c'est un tsunami. À Dunkerque, 338 226 combattants anglais et français ont été évacués dans la semaine. À Saint-Valery, où une opération similaire a échoué, Rommel a fait 40 000 prisonniers. Voilà ce que subissent les Alliés face à la rapidité allemande, a-t-il écrit à sa femme. Vous pouvez vous imaginer mon bonheur lorsque 12 généraux des armées britanniques et françaises se sont présentés à moi sur la place du marché Saint-Valery et ont reçu mes ordres. Le général britannique et sa division m'ont causé une joie particulière. Tout cela a été filmé et passera certainement aux actualités. Les pertes alliées s'élèvent à 90 000 morts, 200 000 blessés et 1,9 million de prisonniers ont disparu. Les Allemands déplorent près de 30 000 morts et un peu moins de 165 000 blessés. Pourtant, en ce jour de printemps, les oiseaux chantent, l'air est doux et sent bon la campagne. À Poitiers, le monarchiste d'extrême droite, Charles Maurras, l'allure un peu folle avec sa barbiche taillée en pointe, continue d'animer l'action française, écrivant à sa table de travail, au premier étage d'un hôtel, un texte enflammé pour ce quotidien du monarchisme réactionnaire français, sans se douter qu'il sera un jour, le 28 janvier 1945,
arrêté et jugé, condamné pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison, à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale. L'Action française est pourtant un des seuls journaux à avoir consacré un grand article à Charles de Gaulle, avec le très modéré Times de Londres, daté du 8 juin 1940. Alors que le journal de centre-droit le qualifiait de « rather aggressively right-wing », l'organe du nationalisme intégral a parlé d'une des heureuses innovations du récent cabinet, sous les plumes ravies de Charles Maurras et de Léon Daudet. Il était pour eux un monarchiste de tradition familiale. Qu'espérer de mieux? À quelques centaines de kilomètres vers le sud, près des Pyrénées et de la frontière espagnole, dans la vallée d'Ossau, Daniel Cordier, 18 ans, regard noir, menton de boxeur, camelot du roi et fanatique de l'Action française, hostile au pangermanisme hitlérien, favorable à la guerre totale avec l'Allemagne, s'est beaucoup étonné du pacifisme de ses idoles d'extrême droite, Maurras et Daudet, dont il lit la prose avec passion tous les jours. Mais à présent, il se réjouit de la campagne de Maurras, à la gloire du maréchal Philippe Pétain, nommé vice-président du Conseil par Paul Reynaud, un peu moins d'un mois plus tôt, le 16 mai 1940. Puisque maintenant c'est la guerre, et bel et bien, pourquoi ne pas confier la France au meilleur de nos chefs militaires? Le 6 juin dernier, Cordier avait déjà découvert dans le journal local le visage du général de Gaulle, au lendemain de sa nomination au sein du gouvernement. En famille, on avait parlé de lui comme d'un disciple de Maurras. Cette idée avait suffi à faire de lui un héros. Sur le cliché, de Gaulle apparaissait en arrière-plan, derrière Paul Reynaud et d'autres membres du cabinet. Regardez comme il les observe. Avec lui, tout va changer. Il ne les laissera pas faire, avait présagé un ami de la famille Cordier, présent lors de cette lecture enthousiaste au milieu du salon familial. Depuis, Cordier espère le sursaut. Mais le sursaut n'est toujours pas là. Depuis son départ ce matin, à chaque croisement, un nouveau flot de piétons, véhicules et animaux est venu remplir ce fleuve humain qui s'écoule vers Bordeaux. Il gonfle et s'étire, laissant sur sa route des voitures à court d'eau ou de carburant, des bagages trop lourds et des corps inanimés. Quelque part, plus au nord, appuyé contre un mur, un homme hébété lit ce passage de la Bible. Les enfants d'Israël partirent donc de Ramessès et vinrent à Sokot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Ils furent suivis d'une multitude innombrable de gens de toute espèce, et ils avaient avec eux une infinité de brebis, de troupeaux et de bêtes de toutes sortes. Fatigués, affamés, apeurés, les gens marchent de village en village, de ville en ville. Partout les hôtels sont complets. On fait du porte-à-porte pour trouver un toit, un verre d'eau, des toilettes. La cohorte pille les jardins potagers. Les cafés sortent des chaises, prises d'assaut par les plus chanceux. Les autres restent par terre, appuyés contre un baluchon. Des anonymes généreux recueillent des inconnus, leur proposent le gîte et le couvert. D'autres ferment leur maison à double tour et, une valise à la main, rejoignent le lugubre défilé en chemin vers le sud. Certains ne pensent qu'à leur propre sort et s'agacent. Simone de Beauvoir, 32 ans, sur la route elle aussi, jette ses impressions dans un carnet. Il y avait une femme effacée, une jeune femme complètement hébétée, aux yeux ronds brillants, et qui avait eu des malheurs conjugaux, et ses 2 enfants, terriblement juifs, importants et prétentieux. Irène Nemirovsky est de la même confession que la femme effacée et les enfants terriblement juifs qui exaspèrent tant Simone de Beauvoir. Née à Kiev en 1903, cette écrivaine à la fois mondaine
est reconnue dès 1930 et dont la naturalisation a plusieurs fois été refusée bien qu'elle vive en France depuis plus de 20 ans, et de cette longue procession qui s'est lancée, tant bien que mal, à la poursuite de son gouvernement. Tourrières, à 250 km au sud de Paris. Maintenant Bordeaux, à plus de 300 km, toujours vers le sud. Irène Nemirovsky s'est arrêtée à Paray-le-Monial, un petit village calme et joli, comme le pays en compte tant, avec ses rues pavées, son école communale, ses petites boutiques, ses nouvelles galeries, son canal paisible et sa basilique dite mineure. Un lieu de villégiature pour un été de canicule. Les amis d'Irène ont poursuivi leur route. Pour eux, comme dans leurs souvenirs de vacances, Bordeaux ne sera qu'une étape vers Biarritz, où la bourgeoisie et l'aristocratie française ont leurs habitudes. Bains de mer, casinos et promenades. Elle devrait en pleurer, mais elle continue de sourire, de plaisanter et d'espérer un avenir forcément meilleur, qu'elle attend avec certitude et impatience, sans se douter toutefois que le roman qu'elle est en train d'écrire sur ces journées de juin 1940, Suite française, sera un demi-siècle plus tard un best-seller mondial. Et sans imaginer non plus que dans 2 ans, le 13 juillet 1942, 2 gendarmes français viendront l'arrêter sur dénonciation, en vertu d'une mesure générale contre les juifs apatrides de 16 à 45 ans. 2 jours plus tard, le 15 juillet, elle sera transférée au camp de Pithiviers, dans le Loiret, et le 19, vers 19h, elle arrivera à Auschwitz-Birkenau, où elle mourra du typhus le 19 août 1942. Et pourtant oui, malgré ce qui se profile, les victimes de demain, à cet instant, sont parfois joyeuses. Que peut-il se passer de pire encore, se demande-t-elle. Les Allemands pourraient-ils être soudain battus? Dans le désespoir, les idées les plus folles circulent. L'euphorie succède à l'anéantissement. Le tournant de la guerre, c'est certain, aura lieu à Bordeaux, la belle ville aux façades noires et aux toits rouges et gris, dans laquelle moi, De Gaulle, je suis en train d'entrer, se dit-il, avant de chasser la naïveté de cette pensée trop simple et si décalée de la réalité. La vérité, c'est que les chefs militaires ne veulent plus se battre, et les hommes politiques non plus. De Gaulle l'a appris hier, en ce triste 13 juin, où les chars allemands cernaient déjà Paris. Le président du Conseil, Paul Reynaud, envisagerait lui aussi de cesser le combat, comme Maxime Weygand et Philippe Pétain, qui depuis le début semblent ne vouloir que cela. La cessation des combats, un pacte avec Hitler. À 49 ans, Charles de Gaulle ne veut pas ajouter la honte d'une capitulation à la douleur de voir son destin lui échapper une fois de plus. À côté de la voiture, civils et militaires le supplient du regard. Il voudrait tant que cesse le combat. D'autres crient « Vive la France !» et profèrent des insultes contre les Allemands. Lui aussi, il a une femme et des enfants. Il n'a rien contre le peuple allemand, mais c'est un soldat, et non, il ne négociera pas avec les nazis. Il faut se battre jusqu'au bout. L'honneur, c'est tout. Jamais il n'acceptera de faire partie d'un gouvernement défaitiste et de pactiser avec Hitler. Jamais. Plutôt claquer la porte. Ce matin à Tours, avant de partir pour Bordeaux, il a écrit sa lettre de démission. Mais Georges Mandel, ministre de l'Intérieur depuis le 18 mai 1940, qui a œuvré pour qu'il soit nommé sous-secrétaire d'État à la guerre, l'a convaincu de ne pas renoncer, de rester au gouvernement et d'aller à Bordeaux pour continuer de dissuader les défaitistes. Reynaud qui hésite, Pétain et Weygand qui sont déjà à la manœuvre pour entraîner la France vers l'armistice. Et tous ceux qui dans l'ombre les ont rejoints, Pierre Laval,
et Adrien Marquet, le maire de Bordeaux. Ceux-là, les pleutres, les lâches, les fourbes, les arrivistes, comme on dit alors, ont déjà franchi le pont de pierre pour arriver à Bordeaux les premiers. « Vous avez de grands devoirs à accomplir, général, » lui a dit Mandel. « Mais avec l'avantage d'être au milieu de nous tous, un homme intact. Ne pensez qu'à ce qui doit être fait pour la France. Et songez que, le cas échéant, votre fonction actuelle pourra vous faciliter les choses. » Les jours d'avant, aux éditions Michel Lafon.